Bonjour à tous et je suis vraiment ravie de vous accueillir virtuellement. On a été bien inspiré de le fixer virtuellement encore cette année pour cette matinée de conférences inspirantes, nos Smart Inspiration Days. La première conférence sera donnée par Madame Constance Nebula, que je suis aussi très heureuse d'accueillir ce matin. Je vais vous la présenter en quelques mots, ainsi qu'introduire rapidement sa conférence, puis je lui laisserai la parole pour son intervention. Donc, Constance Nebula est élue au sein de la ville d'Angers et d'Angers-Loire Métropole depuis 2014 en tant que déléguée à la transition numérique et du territoire intelligent. Et elle est également présidente d'Angers Technopole depuis 2020. Sa conférence est intitulée Angers-Loire Métropole, le projet de territoire intelligent, et vise vraiment à présenter la dynamique Smart City, Smart Territory, initiée par Angers Métropole. Et donc, elle va vraiment revenir sur les spécificités du territoire d'Angers, sur la vision qu'ils ont adoptée, ainsi que les objectifs poursuivis par cette démarche. Et la question permettra, la conférence ainsi qu'un petit échange avec moi ensuite permettra également d'aborder la question parfois complexe de la collaboration entre les acteurs, entre le secteur public et le secteur privé, dans le cadre de ces transitions durables et intelligentes. Élément clé aussi qui nous intéresse fortement au Smart City Institute et en Wallonie. Donc, merci beaucoup, Constance, pour la disponibilité et d'être avec nous ce matin. Je vous donne la parole et je pense que Julie va lancer vos slides rapidement. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais attendre simplement qu'il y ait l'affichage de la présentation. Super. Parfait. Donc, bonjour à tous, je suis très heureuse de participer à cette conférence et de vous parler du projet de territoire intelligent porté par Angers-Loire Métropole. Donc, Angers-Loire Métropole, une agglomération située dans l'ouest de la France, dans le département de Maine-et-Loire et dans la région des Pays de la Loire, où je suis effectivement élue depuis quelques années, et notamment en charge du suivi de ce projet qui, comme vous allez le voir, en tout cas pour le niveau français, n'a pas d'équivalent en termes de transversalité et de moyens déployés. Alors, une petite slide, la première, simplement pour vous évoquer et pour vous présenter un petit peu une petite carte d'identité de ce qu'est Angers, parce que c'est vraiment important de comprendre que le projet qu'on a porté, il n'est pas un copier-coller de ce que pourrait être une Smart City un peu partout dans le monde ou un peu partout en Europe, et de se contenter de poser un modèle ou des technologies sur notre territoire. On a vraiment adapté et écrit notre projet selon les spécificités de notre territoire, selon notre patrimoine, selon notre expérience industrielle ou économique, et puis selon la typologie des habitants et ce qu'on a vraiment sur le territoire. Donc Angers, c'est la première ville de France où il fait bon vivre dans plusieurs classements depuis un certain nombre d'années, reprenant un certain nombre de critères. C'est la ville la plus verte de France en termes de nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant. En France, une ville, la moyenne est à environ 50 mètres carrés d'espace vert public, hein. Bien sûr, je ne parle pas des espaces privés. 50 mètres carrés d'espace vert public par habitant. À Angers, on est au double, à 100 mètres carrés. Donc, ce qui nous fait la ville la plus verte de France en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Vous allez le voir en termes d'initiatives prises sur la transition écologique, sur les mobilités, sur un certain nombre de choses. Donc, à Angers, il fait bon vivre. Et à Angers, on a plutôt une dimension écologique, développement durable innée. Angers-Loire Métropole, c'est 29 communes. Donc, c'est la ville d'Angers, la ville-centre, qui, elle, fait 155 000 habitants, plus 28 autres communes qui, elles, sont plus rurbaines. Donc, dès qu'on sort d'Angers, on est tout de suite sur des petites communes, plutôt sur 10-12 000 habitants, et on tombe très vite dans des petites communes de 3 000 habitants. Donc, on est vraiment une agglomération. Dès qu'on sort de la ville, on est à la campagne. Donc, c'est vraiment une spécificité aussi du territoire, c'est que
On ne met pas beaucoup de temps pour traverser l'agglomération, mais vraiment, on passe de la campagne à la ville très rapidement. Et donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc, l'agglomération fait à peu près 300 000 habitants. Et sur tout cela, on a, en tout cas sur la ville-centre, sur la ville d'Angers, donc je vous ai dit 155 000 habitants. Sur ces 155 000 habitants, on a aujourd'hui, pour cette rentrée, on a passé le cap des 45 000 étudiants. Donc vous voyez qu'en termes de proportion, un tiers de la ville est étudiante. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire qu'en termes de population, en termes de préoccupation, en termes de comportement, on a une population qui est dynamique, qui est jeune, mais qui aussi, par exemple, n'est pas là l'été, qui consomme certains types de lieux ou certains types d'endroits de la ville, mais pas du tout d'autres. Ça veut dire emprunter certains transports en commun, mais pas prendre la voiture. Ça veut dire, voilà, c'est une population étudiante qui vraiment donne un peu l'image de la ville. Sur la slide suivante, vous avez une première notion de ce qu'est notre histoire. Notre histoire à Angers, c'est le végétal. Pourquoi ? Parce que ce depuis le Moyen-Âge, le roi René, donc si un jour vous venez à Angers, vous verrez qu'on a un château fabuleux et très significatif, vraiment à l'ancienne, avec des tours, avec des douves, un magnifique château médiéval. Et donc le roi, à l'époque, le roi René, était un botaniste et un spécialiste des plantes et passionné de plantes et de plantes médicinales. Et donc, au fur et à mesure des siècles, des années, Angers a gardé cette spécialité dans le végétal, dans les plantes. Et aujourd'hui, ça a évolué, bien entendu, au niveau économique. Donc, on a Végépolis, qui est un pôle mondial de compétitivité. Ça veut dire que dans ce pôle mondial de compétitivité, on a de la recherche, on a des étudiants, on a des activités économiques, on a un campus du végétal, voilà, avec des filières spécifiques là-dessus. Donc un campus du végétal qui est le premier pôle français en matière de formation, recherche et innovation dans le domaine du végétal. Donc ça, c'est vraiment notre histoire, et qui fait aussi le lien avec cette notion verte, cette notion de développement durable qui aujourd'hui se raccroche à des notions plus modernes. Mais notre patrimoine historique, c'est vraiment ce goût pour les plantes, pour le végétal. Donc voilà pour cette première partie historique. Sur la deuxième slide, vous voyez, sur cette slide suivante, vous voyez une autre phase de notre histoire qui est plus récente forcément, c'est l'électronique. Là, c'est une dynamique qui a une quarantaine, cinquantaine d'années, où en fait Angers était un territoire pionnier en matière d'électronique et en matière de fabrication. Alors on a eu des entreprises comme Packard Bell, comme Thomson, comme Bull, qui aujourd'hui ne sont plus. Forcément, ce sont des structures qui ont été, je dirais, délocalisées, qui ont subi un certain nombre de crises, mais l'électronique est restée sur le territoire d'une certaine manière et a évolué. Et par exemple, Bull a été racheté par Atos, que vous connaissez. À Angers, on a des supercalculateurs d'Atos, on a des délégations du monde entier qui viennent voir les travaux de recherche d'Atos. Vous avez par exemple une entreprise comme Eolan, qui est le leader européen des petits circuits électroniques. Vous avez un certain nombre d'autres entreprises qui sont venues s'appuyer sur cette thématique de l'électronique et la remettre un peu au goût du jour. Et forcément, quand on dit électronique, on parle de plus en plus d'IoT et d'objets connectés, puisque la base de l'objet connecté, c'est bien l'électronique. Et donc, on a un peu migré de l'électronique vers l'IoT avec les années. Et très récemment, donc je dirais dans les 5-10 dernières années, on a vraiment eu un cap nouveau, avec notamment la création d'un technocampus qui est géré par un cluster qui s'appelle WeNetwork. Donc, WeNetwork, c'est un cluster qui est birégional. Donc, en France, ça prend la région Pays de la Loire plus la région Bretagne et qui fédère toutes les industries et aussi les écoles dans le domaine de l'électronique. Et donc, il est installé à Angers au sein d'un technocampus, ça veut dire au sein d'une structure avec des machines aussi pour fabriquer. On a aussi, vous connaissez peut-être les dynamiques French Tech en France. Nous, il y a quelques années, on a été labellisé French Tech, mais sur la thématique de l'IoT.
justement par rapport à notre spécificité. Et donc, vous voyez là où je peux en venir. De l'électronique, on arrive à l'IoT, et de l'IoT, on arrive au smartboard, à la smart city. La question qu'on pourrait se poser, c'est on n'a peut-être pas tous la même définition de la smart city. Il y en a même d'ailleurs peut-être pas. On peut peut-être éventuellement se dire que la smart city est différente entre l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord ou l'Europe. Il y a peut-être un modèle européen de la smart city parce que nos villes ont des typologies, des caractéristiques assez similaires. Mais si vous écoutez, en tout cas moi qui interviens beaucoup sur des tables rondes, des conférences en France, on voit bien que d'une ville à l'autre, on n'écrit pas la même feuille de route, on n'écrit pas notre propre histoire de la même manière. Mais il y a peut-être une chose sur laquelle on peut être d'accord, pourquoi on fait tout ça, pourquoi on porte ce type de projet, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, en s'appuyant sur l'innovation, en s'appuyant sur notre histoire, comme je viens de le dire, et en s'appuyant sur les technologies, mais aussi le bon sens humain, parce que la Smart City, c'est aussi et surtout le bon sens humain. Comment est-ce qu'on peut permettre demain à nos habitants de mieux vivre en ville, voilà, et de mieux vivre sur notre territoire, puisqu'on a de plus en plus de gens qui se déplacent vers les zones urbaines, alors qui certes s'étalent, mais voilà, c'est vraiment la question, c'est comment on reste le territoire où il fait bon vivre. Et donc, je dirais qu'il y a trois urgences, trois crises qui font réfléchir et qui nous font nous poser la question. La première, c'est l'urgence écologique. Comment on fait pour y répondre? Voilà. Est-ce que la Smart City peut être une des réponses pour cette urgence? La deuxième chose, qui est peut-être typiquement française, je ne sais pas, c'est la contrainte des finances publiques. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse toujours plus avec toujours moins d'argent. Nos collectivités reçoivent des dotations de la part de l'État qui sont de moins en moins nombreuses. Et puis, je prends un exemple encore très français, mais on a supprimé la taxe d'habitation, qui est une taxe locale, qui devait être versée aux villes. Donc, nous ne touchons plus cette taxe, etc., etc. Donc, on a une exigence de qualité de vie, de bien vivre en ville, mais on a moins d'argent pour le faire. Et la troisième chose, c'est le lien entre le service public et les usagers. Avec l'évolution du numérique, avec l'évolution des comportements, soyons honnêtes pour se dire que nous sommes de plus en plus exigeants et que nous attendons de plus en plus de la part de nos maires, de nos élus, de nos villes, parce que justement, on choisit de vivre dans telle ou telle ville et qu'on s'attend à bénéficier d'un service public de qualité et qui réponde à nos usages. Moi, ce que je dis régulièrement, c'est que c'est pas aux habitants de s'adapter à la collectivité, c'est la collectivité de s'adapter aux usages de ses habitants. Et donc, on arrive sur ce troisième point de répondre à cette problématique d'exigence d'usage. Sur la slide suivante, vous avez en résumé les trois objectifs, le triple objectif, en partant des constats que je viens de vous faire, du projet de territoire intelligent. En résumé, c'est un accélérateur de la transition écologique et je vous expliquerai après pourquoi. Donc le premier objectif, forcément, étant donné les constats que je vous ai proposés avant, le premier objectif, c'est économiser les ressources en s'appuyant sur les innovations technologiques et en s'appuyant sur d'autres choses. Mais vous avez compris l'idée, c'est d'économiser l'eau, c'est d'économiser sur notre facture d'électricité, c'est d'économiser sur le chauffage, sur le gaz. Voilà, c'est vraiment d'économiser nos ressources et d'être plus efficient au niveau énergétique, d'être plus efficient aussi, par exemple, sur la gestion du trafic, sur limiter les embouteillages, sur favoriser un certain type de mobilité. Voilà, tout un ensemble de choses qui sont inclus dans le projet. Donc, l'objectif numéro 1 est vraiment cet aspect de transition écologique. L'objectif numéro 2, encore une fois en se basant sur les constats que je vous ai proposés juste avant, c'est innover collectivement pour proposer des nouveaux services aux habitants. Si on considère, comme je viens de le dire, que c'est à la collectivité de s'adapter aux habitants, ça veut donc dire que les habitants sont en attente de certaines choses quand ils consomment la ville. Je m'explique, quand je dis consommer la ville, pour moi, c'est quand on se déplace d'un point A à un point B pour amener ses enfants à l'école, pour aller au travail, pour aller faire ses démarches administratives, pour aller faire ses courses, etc. Dans tous ces cas-là, on consomme la ville dans le sens où on se déplace et on s'attend à ce que la ville nous propose des choses pour faciliter notre vie.
Et c'est là-dedans que je mets cet objectif numéro 2 d'innovation en termes de services. Et puis l'objectif numéro 3, mieux piloter pour mieux anticiper. Ça rejoint mon constat sur les finances, c'est-à-dire le fait d'être plus efficient en interne, au niveau de nos ressources humaines, au niveau du travail du personnel, au niveau de notre service, d'avoir une vision plus transversale, un peu moins silotée. Voilà, d'être une collectivité plus moderne en fait dans son approche et qui n'est pas que vers l'extérieur, mais qui est aussi à l'intérieur. Et c'est finalement ce qui prend le plus de temps. C'est vraiment la transformation managériale, c'est la transformation RH de la collectivité. Alors, ici, vous avez la photographie de ce qu'on appelle un marché global de performance. C'est-à-dire, maintenant que je vous ai expliqué notre histoire, nos objectifs et ce vers quoi on voulait aller, on a, en tant que collectivité, en tant qu'ingénieur métropole, on a écrit notre carnet de commandes, entre guillemets. On a écrit ce qu'on appelle un appel d'offres, qu'on a publié il y a, donc c'était en 2019. Et donc, on a attendu que des groupements d'entreprises répondent à notre demande, qui reprend tout ce que je vous ai évoqué jusqu'à maintenant. Et donc, on a reçu 4 dossiers, 4 candidatures menées par 4 grands leaders français, mais connus aussi dans le monde entier, qu'on a travaillé pendant plusieurs mois en faisant des questions-réponses, en faisant un jury, en faisant des auditions de plusieurs heures avec chaque groupement pour comprendre tout leur projet, en faisant des vérifications juridiques de chacun des points évoqués, etc., etc. On a analysé les 4 candidatures et à la fin, on a choisi un dossier, on a choisi un groupement. Et c'est le groupement que vous avez là sur cette slide, donc qui est mené par Engie, avec comme partenaire Suez, La Poste et le groupe Vive, qui est un groupe mutualiste. Ça veut dire qu'on a signé un marché global de performance avec ce groupement. Ça veut donc dire que tout ce qui est dans leur proposition, tout ce qui nous a été proposé a été acté ensemble et cadré juridiquement et financièrement, et que leur objectif et le nôtre, c'est qu'ils atteignent toutes les choses qu'ils nous ont proposées et que je vais vous présenter juste après, et qui sont les meilleures solutions possibles dans plein de domaines qui touchent au domaine d'activité de cœur d'activité d'Angéloire Métropole. Donc, en termes, là, en fait, vous avez la slide sur la partie un peu budget. Alors, juste, je reste sur la partie budget. Merci. Donc, de quoi on parle? On parle de 178 millions d'euros sur 12 ans. Ce qui n'est pas tant que ça hein, pour une collectivité comme la nôtre. Pour nous, on est en train, par exemple, de faire une deuxième ligne de tram. La deuxième ligne de tram, c'est 200 millions d'euros. Donc, en plus, là, c'est échelonné sur 12 ans et qui comprend une tranche ferme qui est donc, comme son nom l'indique, ferme, à environ 120 millions d'euros. Des tranches optionnelles qui sont un peu des tiroirs qu'on pourra débloquer selon nos souhaits. Et puis, des scénarios de commande, c'est-à-dire des solutions qui n'étaient pas dans notre commande, mais qui nous sont proposées et qu'on pourra également débloquer si on le souhaite. Donc, si on prend tout, on en a pour 178 millions d'euros environ sur 12 ans. Et bien entendu, des projections d'économies. Alors, il serait très faux de mettre en parallèle les dépenses versus les économies, puisque ce ne sont pas les mêmes budgets et ce ne sont pas des économies qui sont faites directement au même endroit. De plus, ces économies ne comprennent pas les RH. Ce ne sont que des économies chiffrables, entre guillemets, sur, par exemple, nos factures d'électricité, notre gestion de tel ou tel service, etc. Donc, c'est une estimation, mais qui est quand même tout à fait intéressante. Sur la slide suivante, vous avez la vision de ce qu'est ce projet. C'est quoi ce marché global de performance dont je parle, et c'est quoi ce qu'on a confié à Engie, au groupement Engie? Eh bien, c'est la photographie que vous avez là, c'est-à-dire un projet unique à 360 degrés. Pourquoi unique? Parce qu'il n'a pas d'autre équivalent en France. En fait, il n'existe pas d'autres marchés, d'autres contrats où vous avez autant de thématiques réunies dans un seul et unique contrat pour un seul et unique partenaire. Ça veut dire que notre partenaire, Engie, doit, enfin, je dis doit parce que c'est déjà ce qu'il fait au quotidien, nous propose, nous travaille avec nous au quotidien pour
amener les meilleures solutions, les meilleures innovations dans chacune de ces thématiques. Donc, vous avez l'eau et l'assainissement, les déchets, les espaces verts, l'éclairage public, qui est la brique la plus importante, la plus chère et la plus longue à mettre en place, la signalisation lumineuse tricolore, le stationnement, donc là on est sur le parking extérieur gratuit, la sécurité, la santé, qui est une spécificité, on ne l'avait pas demandé, et le Covid a fait qu'on a plutôt eu ce feeling intéressant. On ne l'avait pas demandé, on ne l'avait pas mis dans notre cahier des charges. Pourquoi est-ce qu'il y a la brique santé ici? Parce que Engie s'est constitué avec un mutualiste. Donc c'est une spécificité de leur groupement, ce sont les seuls à avoir fait ça, tous les autres n'étaient que des techniciens et que des entreprises d'infrastructure, et eux se sont mis avec La Poste, donc pour le côté vraiment humain, tiers de confiance que tous les Français connaissent, et avec un mutualiste de la région, et donc pour avoir cette brique santé qui est vraiment particulière. Et enfin, les bâtiments. Donc comme vous le voyez, on est sur de l'infrastructure, on est vraiment sur du réseau, on est vraiment sur du tuyau, on est vraiment sur de la gestion urbaine pure, qui est le premier niveau de ce marché global de performance. Et bien entendu, au cœur de tout ça, on a un centre de pilotage du territoire intelligent, qui est un lieu physique qui va être inauguré là dans quelques semaines. Là, les écrans sont en train d'être arrivés, les personnes qui seront derrière ces écrans ont été recrutées, les bureaux sont là. Et donc, début 2022, on aura physiquement ce centre de pilotage inauguré, qui sera vraiment le cœur névralgique de remontée de tous ces métiers. Pour bien comprendre le marché global de performance que je vous évoque, et donc l'aspect socle technique, qui est un premier niveau, il est au milieu de cette slide. Ça veut dire que, imaginez donc vous avez la collectivité, Angers Métropole, qui a ses projets. Au milieu de ça, vous avez le marché global de performance que je viens de vous évoquer, qui est donc plutôt un socle technique. Mais notre vision politique, notre ambition de territoire intelligent, elle est plus grande que ça, elle est plus grande que ce contrat, que ce marché avec Engie, même si ça en est le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres notions associées qui ne sont pas écrites dans le marché, mais qui sont liées. Donc, bien entendu, la transition écologique. Et dans cet aspect transition écologique, je mets la dynamique incroyable qu'on a lancée, qui s'appelle les Assises de la transition écologique, qui est une grande concertation citoyenne qui a duré 1 an, dans lequel ce sont les habitants qui nous ont fait remonter leurs idées, qui ont voté et qui portent des projets en matière de transition écologique à l'échelle de l'agglomération. Donc c'est lié au territoire intelligent, parce qu'on est quand même sur une dynamique collective qui imbrique aussi des notions d'innovation et des notions d'efficience, mais ce n'est pas dans le marché. On a aussi également le développement économique et l'attractivité, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on a ce type de projet, regardez là, aujourd'hui je suis en face de vous, je fais ça chaque semaine. Voilà, je fais ce type de conférence chaque semaine, que ce soit en France, à l'étranger, sur un court format, sur un plus long format, en table ronde, en conférence. En fait, c'est devenu un vecteur d'attractivité, et donc derrière, d'attirance, par exemple, pour des congrès professionnels, pour des événements. Le mieux, ce serait pour des entreprises, pour créer de l'emploi, etc. Donc, c'est lié à cette dynamique de territoire intelligent, mais ce n'est pas dans le marché. Et enfin, la dernière chose, c'est la partie usage. Nous, on a considéré que les usages numériques, c'était une compétence municipale. Alors ça, c'est une spécificité française. On adore les couches administratives. Et à chaque couche administrative, chacun a sa compétence. Le territoire intelligent, c'est les infrastructures, c'est la gestion urbaine, c'est l'agglomération. Et la partie usage, ce sont les villes. Donc, ça ne fait pas partie du marché global de performance, mais la relation numérique aux usagers, c'est une dynamique qu'on a fait au sein de la ville d'Angers, donc la ville-centre, et que font les communes également, qui ont pris des initiatives, et chaque commune s'est appuyée sur la dynamique de territoire intelligent de l'agglo pour porter une dynamique locale dans leur commune en termes de relations numériques aux usagers. À Angers, on a voté une stratégie qui s'appelle RNA, Relations numériques à l'Angevin, qui est le déploiement d'un certain nombre d'actions et d'axes en matière de relations numériques avec les habitants, qui est donc notre volet usage quand on parle de Smart City. Mais donc, quand vous voyez toute cette slide, vous voyez qu'on est plus sur une transformation totale de notre organisation, de notre façon de faire de la politique, de notre façon
de porter des politiques publiques plus qu'une révolution technologique, même si la technologie est le moyen finalement, mais n'est que le moyen au sein du marché global de performance. Sur cette slide, vous avez vraiment en résumé, simplement l'illustration de quelques exemples en matière d'économie d'énergie attendue sur les briques métiers principales. C'est simplement une sorte de photographie pour vous montrer qu'est-ce qu'on attend. On attend par exemple sur les bâtiments, on attend de réduire de 20% la consommation énergétique. Sur l'arrosage dans les parquets jardins, on attend de réduire de 30% la consommation d'eau. Sur l'éclairage public, c'est là où on va faire le plus d'économies d'énergie. Engie nous a proposé des solutions qui doivent nous permettre de réduire de 66% la consommation énergétique de nos points lumineux. On attend aussi de réduire de 10% les déplacements des bennes à ordures ménagères qui collectent les déchets, donc dans les points d'apport volontaires souterrains, grâce à un système de géoguidage. Et enfin, avec la signalisation lumineuse tricolore connectée, on va pouvoir fluidifier le trafic et avoir un espace public mieux partagé et donc limiter là aussi, par exemple, les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment... Vous imaginez que le marché global de performance, c'est 500 pages, hyper précise, très détaillée, etc. Ça, c'est juste une photographie pour vous donner une idée de l'ambition qui est la nôtre. Et bien entendu, comme ce ne sont pas que des objets connectés et pas que des chiffres, ce sont aussi des lieux et puis des outils numériques. Donc, les outils du territoire intelligent, c'est le socle digital. Le socle digital, c'est le logiciel, entre guillemets, dans lequel vont être remontées toutes les informations métiers. Alors, les informations métiers, c'est par exemple les espaces verts. Maintenant, on a un logiciel de pilotage, de gestion des espaces verts, vu qu'on a mis des objets connectés dans ces espaces verts. Donc, vous avez l'objet connecté qui remonte la donnée au logiciel métier espace vert. Et tout ce qui est remonté dans le logiciel métier espace vert est remonté au socle digital, à l'hyperviseur. Et donc, ça va être comme ça pour toutes les thématiques que je vous ai proposées tout à l'heure avec les cercles. Donc, tout ce qui va être installé va remonter au niveau des métiers et tout ce qui est métier va remonter au sein d'un hyperviseur global pour donner une vision vraiment globale de tout ce qui a été installé et du territoire. Ce socle digital, il est dans un lieu physique, le centre de pilotage que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, ça va être vraiment un lieu, là, on va voir les humains, parce que ça reste les humains qui prennent les décisions. Tout ça n'est que de la donnée, de l'information chiffrée, mais derrière, c'est une équipe, c'est les humains qui vont pouvoir analyser tout ça, réagir, notamment pour des situations de crise, et donc vraiment faire vivre la ville depuis ce centre de pilotage. C'est aussi le jumeau numérique. Donc, le jumeau numérique, c'est une modélisation en 3D du territoire. C'est-à-dire, vous pourrez, par exemple, demain, simuler l'ombre d'un bâtiment en intégrant dans un jumeau numérique le fichier d'un permis de construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'être sur une vision 2D, on va avoir une modélisation en 3D de l'impact sur la ville, de l'impact dans une rue, de l'impact en termes de trafic, de l'impact au niveau des réseaux, de ce que pourra être un bâtiment, de ce que pourra être des îlots de chaleur, de ce que pourra être du trafic. Voilà, c'est une modélisation vivante qui s'appuie sur le SIG du territoire, extrêmement précise. Donc, on a fait faire des vols aériens, alors pas du drone, on est sur des choses beaucoup plus grosses, des vols aériens du territoire pour avoir vraiment une vision extrêmement précise de ce territoire. Donc, donc là, on a une V1 qui est un niveau de précision, et début 2022, on aura un niveau 2 qui sera encore plus précis. Et donc, dedans, on va pouvoir faire de la simulation. Voilà, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, cet outil du jumeau numérique. Et puis, troisième lieu, un forum qui, là aussi, a pris un petit peu de retard à cause du Covid, mais de toute façon, ce n'est pas vraiment le moment pour ouvrir des lieux. Mais dans ce forum qu'on a trouvé, donc, on aura
Alors là, vous avez des noms un peu commerciaux, un peu marketing, le Café Territoire, le City Store, la Fabrique numérique. L'objectif, c'est d'avoir tout simplement un espace où on peut accueillir des délégations, où on peut expliquer et modéliser ce qu'est le territoire intelligent pour ceux qui veulent le comprendre rapidement, où on peut accueillir des habitants pour des ateliers, pour des ateliers d'idéation, des échanges, etc. Et où on peut avoir aussi des équipes qui viennent travailler ensemble en interne sur le marché. Donc voilà un peu les lieux et les outils, du territoire intelligent. Je crois que c'est la dernière slide de mémoire, oui. Donc simplement vous dire que je pense que des projets de Smart City, vous en avez entendu parler énormément. Tout le monde parle de Smart City depuis 10, 15, 20 ans. Le modèle qu'on propose, il n'est pas révolutionnaire, mais il est adapté à nos spécificités angevines. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. On est sollicité en permanence par des collectivités qui veulent faire comme nous. Mais ce que je le répète sans cesse, c'est qu'on peut bien entendu s'inspirer de la démarche, c'est-à-dire de la manière dont politiquement et au niveau RH, on a pris les choses, c'est-à-dire comment on a organisé notre collectivité, comment on a transformé la collectivité, parce que ça a été vraiment un vecteur de transformation interne. Mais par contre, le copier-coller n'est pas pertinent, puisque ce qu'on propose là est vraiment adapté à notre modèle, à notre façon de faire, à ce qu'on faisait déjà. Parce que je ne vous ai absolument pas parlé de tout ce qu'on faisait déjà, donc avant. Donc voilà, c'est le projet d'Angers-Loire Métropole. J'espère que ça vous a intéressé. Et maintenant, je suis dispo pour les questions-réponses. Merci beaucoup, Constance. Vraiment, voilà, conférence très aspirante et je pense que ça permet vraiment d'avoir une très bonne vision de votre vision, de votre modèle, de votre approche. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être rebondir sur 2-3 éléments avant de te poser 2-3 questions. Et puis, je vois que dans le chat, il y a déjà une ou d'autres questions qui apparaissent. Donc, voilà, j'apprécie vraiment quelques mots-clés qui ressortent de la conférence. C'est vraiment le fait qu'il faut quelque chose qui est adapté, qui répond aux spécificités et aux besoins du territoire. Et donc, on voit vraiment que vous êtes vraiment parti de vos spécificités, de vos besoins. Et ce que je retiens ici, c'est vraiment aussi le fait qu'il y a vraiment une vraie volonté d'en faire une priorité. Parce que ça, c'est quelque chose que j'observe aussi personnellement pour avoir beaucoup entendu, visité des territoires qui veulent se transformer et aller dans une direction de durabilité et d'intelligence. Ça reste quand même toujours quelque chose qui est complémentaire ou qui s'ajoute un peu à ce qu'ils font, on va dire, au quotidien. Et je trouve qu'ici, on voit qu'en fait, vous avez vraiment voulu intégrer ça dans votre fonctionnement et dans votre vision. Ça fait partie de la manière dont vous fonctionnez. Donc, on reviendra un peu sur le financement, etc. Mais donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu dis 178 millions d'euros. Donc, pour parler avec beaucoup de municipalités ou de communes, hein, c'est comme ça qu'on dit en Wallonie, de votre taille, je dirais, hein, je pense que 178 millions, même sur 12 ans, a priori, oh, c'est énorme. Mais donc, j'aimerais vraiment que, ce serait une de mes questions, que tu réagisses par rapport à ça. Parce que si je comprends bien, vous avez été les chercher dans ce qui existait déjà, parce que ça permettait, sur des fonds et des budgets ordinaires, je vais dire comme ça, que vous avez. Je te laisserai, parce que je ne suis même pas sûre que tu dis quand je réponds ça, mais donc je pense que ça, c'est un message clé qui transparaît de ta conférence. C'est que si on veut faire une Smart City avec un petit budget supplémentaire ou complètement découplé du corps d'une municipalité, il est possible de faire des projets. On peut peut-être commencer comme ça pour convaincre les citoyens, éventuellement les élus, parce que tous les élus et toutes les personnes au sein de l'émission ne sont peut-être pas encore pour tous les territoires prêts, je vais dire, ou convaincus. Donc, ça peut être une manière de commencer, mais si on veut vraiment en faire un projet stratégique et réellement transformé, il me semble que cette approche vraiment stratégique est essentielle. Donc, je vais peut-être te laisser réagir par rapport à ça, sur le côté financement, parce que tu as vraiment dit, hein,
178 millions, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, c'est pas tellement. Et donc, je trouve ça très symptomatique et très, très intéressant parce que je le perçois comme ça aussi, mais j'aimerais que tu rebondisses là-dessus et que tu expliques peut-être en quelques mots d'où vient cet argent. Alors, en fait, S'il te plaît. donc, ce que tu dis est hyper intéressant quand tu dis justement que le fait de... ça se voit dans ma présentation que le budget était donc un budget intégré et pas un budget séparé. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand le maire d'Angers, j'étais avec lui, quand il me dit on y va, en mode c'est fini l'expérimentation et la demi-mesure et les trucs à l'échelle zéro, on va y aller franco, tu vois. Quand il me dit on y va, en fait, on fait une sorte de scan de est-ce que nos finances nous le permettent, mais toutes finances confondues. C'est vraiment l'agglomération à l'instant T, c'est ça. On était en plein, et on est toujours en pleine construction d'une deuxième ligne de tram, qui encore une fois est un niveau supérieur, et c'est ça le budget structurant, pour le coup, budget tram de l'agglomération. Et on regarde qu'est-ce qui nous reste pour investir. Parce qu'en fait, on est bien sûr de l'investissement. 180 millions d'euros sur 12 ans, ça ne fait que 12 millions par an d'investissement. C'est-à-dire que c'est absorbé dans le budget global par notre bonne gestion. Et j'irai plus loin. Pourquoi le projet de territoire intelligent n'est pas qu'un projet technologique? Parce qu'on a eu la bonne intelligence de mettre dans le marché des travaux et des rénovations qui sont donc inclus dans le budget, qui étaient de toute façon inclus, projet ou pas projet. Je m'explique, par exemple, sur l'éclairage public. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu une décision politique? On était avec Christophe Béchu, maire d'Angers, au CES de Las Vegas en janvier 2018, quand la décision a été prise. Mais vraiment en mode, on y va. Parce que, imaginez-vous à la place d'un maire à qui on dit il va falloir sortir tant de millions d'euros pour rénover l'éclairage public parce que c'est trop énergivore et qu'on n'est même pas en LED, on a encore du réseau cuivre, on a encore des boules anciennes qui consomment énormément. Enfin bref, le niveau au niveau de l'agglomération n'était pas le même sur chaque commune. Donc il va falloir sortir dans tous les cas 25, 30, 40 millions pour l'éclairage public. On fait le tram. Sur le tram, il va y avoir des pelouses. On augmente encore notre surface d'espace vert. On est déjà la ville de France avec le plus d'espace vert. Nos jets d'eau, l'arrosage automatique est déclenché même s'il vient de pleuvoir, même pendant qu'il pleut. Pourquoi? Parce que c'est déclenché à heure fixe, c'est complètement stupide. On a des soucis sur notre réseau d'eau, on a des fuites. Voilà, il y a des fuites et on ne comprend pas pourquoi on continue à payer, etc. Il va falloir faire des travaux sur les réseaux d'eau pour des... Bref, vous additionnez ce qui est finalement la vie quotidienne d'une agglomération ou d'une ville. C'est vraiment notre vie quotidienne, c'est la gestion du quotidien. Et donc, quand vous êtes un politique qui prend des bonnes décisions, vous mettez sur la table le fait qu'il faut faire tout ça. Et le fait que si tout ça rentrait dans une même enveloppe, et qu'au niveau marketing, on l'appellerait territoire intelligent et qu'on mettrait encore plein d'autres trucs dedans, eh bien, vous arrivez à financer votre projet. Donc, en fait, sur les 180 millions d'euros, il y en a la moitié qui était de toute façon prévue. Parce qu'il faut faire ces travaux, il faut faire ces rénovations. Donc, on a eu la bonne intelligence de mettre d'autres choses dedans. Et voilà comment on arrive au marché global de performance. Et voilà comment on arrive à absorber notre investissement. Et en plus, ce qui est encore mieux géré, c'est que sur ces 180 millions d'euros, vous avez par exemple, bon ça c'est typiquement français, mais l'eau et les déchets sont des budgets séparés de la collectivité, puisque l'eau, il y a une redevance de l'eau, et les déchets, il y a une redevance des déchets. Donc vous avez un budget à l'équilibre, puisque les gens payent une taxe locale sur l'eau et sur les déchets. Donc ce n'est pas le budget global de la collectivité. Ça veut dire que dedans aussi, vous avez en plus de l'argent pris sur des budgets qui, eux, sont forcément à l'équilibre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça ne fait finalement pas grand-chose. Nous, on ne va pas le sentir passer, les impôts ne vont pas augmenter, et voilà. Et on a 0 € de financement européen, 0 € de financement de partenaires ou de mécénat ou je ne sais pas quoi, rien. Alors que le tram, oui, là, il a fallu se battre pour aller chercher chaque million d'euros auprès de l'État, auprès de l'Europe, auprès de la région, parce que c'est un budget tram. Donc là, voilà, c'est un budget intégré. Merci beaucoup. Mais donc, c'est ça que je voulais vraiment entendre dire, parce que c'est ce que je suis personnellement convaincue aussi qu'il faut faire depuis longtemps. Et donc, je n'ai pas connaissance d'une autre ville francophone qui a vraiment passé ce cap-là. Ça veut dire qu'on n'a plus une vision, même en silo des budgets et en
voilà, on a essayé vraiment d'intégrer tout ça et de voir comment on pouvait vraiment. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc, j'aurais aimé peut-être 2 informations complémentaires par rapport à ça, et ça répond à des questions que je vois dans le chat, hein. Du coup, comment ça. Enfin, peux-tu nous en dire plus sur le rôle de chacun? Donc, par exemple, qui a fait cette proposition de budget intégré? Est-ce que c'est le consortium? Est-ce que c'est vous qui aviez vraiment déjà très fort inspiré des choses au consortium, ou est-ce que c'est des allers-retours avec le consortium qui a permis de passer ces différentes barrières-là, j'imagine? Et alors, ça, c'est peut-être le premier élément au niveau justement plus de la vision et du modèle. Et après, au niveau de l'opérationnalisation, peut-être nous en dire plus aussi sur qui va faire quoi? Parce que, par exemple, le centre de pilotage, il est opéré par le consortium ou Non. vous devez mettre à disposition des ressources humaines? C'est le point que tu mentionnes, c'est des personnes de l'administration. Qui va. Okay. Donc, au niveau le rôle de chacun ou des différents acteurs dans la vision et la construction du modèle et dans l'opérationnalisation. Alors, sur la première question, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette démarche et son concept et sa construction et son principe ne doivent leur raison d'être qu'aux politiques. Tout a été initié et pensé par le maire et suivi par moi-même parce que c'est ma délégation qui m'a chargé de suivre ça. C'est pas le consortium qui nous a dit comment faire le montage financier du projet. C'est pas le consortium qui nous a dit quelles briques mettre dedans. C'est pas le consortium qui nous a dit quelle vision du territoire il fallait qu'on ait. C'est pas non, c'est nous qui avons écrit notre projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle d'élu, c'est à un moment de prendre une décision rationnelle et efficiente, et surtout une décision d'opportunité. Et là, vraiment, quand je vous reprends l'historique de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, plus ce que je viens d'évoquer sur, on est à un croisement des chemins sur des investissements à faire, il faut trouver quelque chose. Et c'est le rôle de l'élu. Et c'est ce qu'a fait le maire d'Angers. Et quand il m'a dit, mais vraiment mot pour mot, on y va, ça veut dire on y va. Donc, c'est à nous d'écrire ce qu'on veut. Et les consortiums, parce que finalement, les 4 groupements n'ont pas proposé de modèles différents, les 4 consortiums n'ont fait que répondre à notre demande. Ils ont proposé leur propre spécificité, leur propre technologie, leur propre vision, mais le cahier des charges, c'est nous qui l'avons écrit. Donc, c'est politique, c'est une décision politique, et je dis souvent que moi, qui suis élue depuis quelques années, j'ai souvent été démarchée par des entreprises qui me disaient « Ah, la Smart City, c'est génial. Si jamais vous voulez faire la Smart City, on est là. » Mais ça ne se passe pas comme ça. Des entreprises pour faire de la Smart City, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Ce n'est pas les entreprises qui font la Smart City. C'est la décision politique de le faire. Et après, on se base sur les entreprises pour pouvoir y arriver. Mais s'il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas de projet Smart City. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au niveau du qui fait quoi. Effectivement, j'ai oublié de mentionner que il y a seulement 2 domaines. Si on prend la slide avec les ronds, là, avec les thématiques, il y a seulement 2 domaines où on a transféré du personnel. C'est l'éclairage public, pour être vraiment au quotidien dans la gestion des incidents, etc. Donc, notre personnel en Angers Métropole a été transféré à Engie. Il n'y a eu aucun problème interne. Il y a eu des discussions, il y a eu des choses, mais ça s'est très bien passé. Et pareil sur la gestion du trafic, la signalisation lumineuse tricolore, parce que là aussi, il s'agit d'être très efficace pour réparer des feux en panne, des choses comme ça. Donc ça, c'est la seule chose où on a transféré du personnel vers Engie. Pour le reste, les équipes d'Angers Métropole, l'équipe Territoire Intelligent, qui d'ailleurs, c'est intéressant, comme le budget est intégré, on n'a pas recruté un directeur territoire. Alors maintenant, oui, depuis quelques semaines, mais depuis 2 ans, les équipes sont celles d'Angers Métropole avant le territoire intelligent. Ce ne sont pas des nouvelles personnes. C'est le directeur de l'eau, c'est le directeur des déchets, c'est le directeur des bâtiments, etc., qui ont intégré la Smart City dans leur métier. Donc bref, on a l'équipe territoire intelligent qui fonctionne en équipe miroir avec une équipe d'Engie. Donc chacun a son interlocuteur sur les thématiques qui le concernent pour le déploiement du marché. Et donc ça travaille comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, le public et le privé ne fonctionnent pas de la même chose et on n'a pas les mêmes objectifs. Et pour le centre de pilotage, derrière les écrans, derrière les données, derrière toutes les informations, il n'y aura que
que des agents publics d'Ingénieurs Métropole. Il n'y a pas NJ dans le centre de pilotage, il n'y a pas d'NJ dans les locaux et dans les bureaux actuels. Il n'y a que des agents publics. Ça, c'est hyper important. Donc, on ne délègue rien à NJ qui concerne les données. Voilà. Rien. Ça reste du service public. Eux, ils sont sur le terrain, des exécutants sur le terrain. Mais c'est nous qui maîtrisons l'information, la donnée, la réactivité, etc. Et donc, en termes de, même par exemple pour les données liées aux jumeaux numériques, etc., parce que je vois qu'il y a une question là-dessus, ce sera la même chose. Ce sera des choses qui seront gérées par des ressources humaines de l'administration municipale, si je comprends bien. Tout à fait. Oui. Une idée de la quantité de personnes que ça représente, enfin en termes approximativement, parce que j'imagine que ça, c'est un budget RH qui est intégré dans les 178, enfin 178. Non, parce que, encore une fois, non, parce que le budget RH n'est pas que lié au MGP. Par exemple, on a gonflé notre équipe au sein de la DSI, on a recruté un RSSI, on a recruté un DPO, parce qu'il y a le territoire intelligent, mais ils servent à d'autres choses. On était très en retard là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau RH, on n'a pas réduit nos effectifs, hein, pas tant que ça. Donc ça, c'est effectivement à prendre en compte. Mais bon, c'est des arbitrages politiques qui ont été faits, on en réduit d'un côté, on peut en rajouter de l'autre, voilà. Mais effectivement, au niveau des recrutements, alors l'équipe Territoire Intelligent, encore une fois, on n'a pas refait de recrutement. Ce sont des gens qui étaient là, qui sont soit montés en compétences, soit ont fait évoluer leur métier. On a un directeur Territoire Intelligent depuis 1 mois seulement. Depuis 2 ans et demi, le projet a été porté par le directeur des infrastructures d'Angélieur Métropole, qui aujourd'hui commence finalement à se décharger parce qu'on est vraiment là dans l'opérationnel du marché. Hein. Au quotidien, on est vraiment, vraiment l'opérationnalité. Et donc maintenant, on a un directeur territoire intelligent qui a été recruté et on a recruté un responsable du centre de pilotage. Puisqu'effectivement, nouveau lieu, il faut bien un responsable du lieu. Et je sais qu'au niveau des personnes qui seront derrière les écrans, le maire a fait un arbitrage il y a quelques jours seulement. On se demandait en termes d'horaire d'ouverture, est-ce qu'il fallait qu'on soit sur du 24-24 ou pas? Et donc, si on est sur du 24-24, quel est l'impact RH? Et le maire a fait un arbitrage pour qu'on soit sur du 24-24, donc un fonctionnement en 3-8, sur des 3 fois 8 heures. Et donc, ça nécessitera d'avoir 3 personnes de mémoire sur la semaine pour être derrière les écrans, hein, simplement. Mais après, il y a toute l'équipe Territoire Intelligent qui, elle, est déjà intégrée. Ok, merci. Et donc, j'essaie d'un petit peu combiner les différentes questions que je vois passer. Peut-être encore 2 dernières questions. Là, une question concernant les citoyens, parce que je vois qu'il y a quand même certaines questions autour des citoyens. Donc, comment vous les avez appliquées? Enfin, je vois qu'il y a les assises du numérique, il y a peut-être des forums. Enfin, donc ça, je te laisse peut-être dire quelques mots là-dessus. Et peut-être comment les Angevins et les Angevines perçoivent la démarche. Est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que c'est bien accueilli et est-ce qu'il n'y a pas certaines catégories de population qui peut-être sont plus adversaires ou contre, je n'avais pas trouvé le mot, au projet? Donc, le côté citoyen, peut-être, par rapport à... C'est le moment que je préfère, parce qu'en général, c'est le moment où je ne deviens pas politiquement correcte. Est-ce que les citoyens ont été associés à la démarche de territoire intelligent? La réponse est non. Mais c'est parfaitement assumé. Si on reprend la slide où vous voyez les cercles, ce que je vous évoque là, c'est le cercle du milieu, c'est le marché global de performance. C'est le cœur du métier de la collectivité. On est dans notre bon sens de notre job d'élu. On a été élu pour être pertinent dans notre gestion des finances publiques, pertinent dans les décisions qu'on prend, etc. Ça ne touche pas directement les Angevins qui se baladent dans la ville. Je m'explique. Si vous rentrez de chez vous en vélo et que soudainement, sur votre passage, l'éclairage devient progressif et vous accompagne, vous vous en foutez de savoir que ça s'appelle le territoire intelligent. Ce qui compte, c'est que la collectivité ait fait son job. Elle propose un service de qualité. Si vous avez par exemple des bennes ordures ménagères, donc les conteneurs enterrés où vous déposez vos déchets, qui au lieu de déborder, sont vidés quand le capteur qui est à l'intérieur bip et qu'il y a une collecte, vous vous en foutez de savoir que ça s'appelle le territoire intelligent. Ce qu'il faut, c'est que le service soit de qualité. Donc, on a assumé le fait que, comme on parlait de gestion urbaine, vraiment du cœur de métier de ce que fait l'agglomération,
ça ne nécessitait pas d'en faire un débat. C'est notre job, encore une fois. Donc, on a fait ça. Mais une fois que les choses sont dites, donc ça, c'est ce qui se passe entre Engie et Charles Métropole, une fois qu'on a dit ça, ça crée des émulations sur le territoire. Et c'est ça qu'on voulait. C'est plutôt le deuxième niveau. Donc, nous, on n'a pas concerté pour aller faire le marché, parce que c'est notre décision d'élu. Mais, par exemple, sur la relation numérique à l'Angevin, qui est donc plus la partie usage pour la ville d'Angers, là, on a fait des ateliers, là, on a fait de la concertation, et puis surtout dans les communes. Là, la semaine dernière, j'étais en rendez-vous avec 7 communes de l'agglomération qui ont décidé de se réunir ensemble pour faire un questionnaire auprès de leurs habitants sur c'est quoi la Smart City, c'est quoi la perception du territoire intelligent, qu'est-ce que vous aimeriez dedans, à quoi ça vous fait penser, etc. C'est leur propre initiative et je trouve ça super. En fait, pour pas tomber un peu dans la démagogie qui est de dire on va demander l'avis aux gens sur tout, même ce qui Pour moi, le territoire intelligent, ça ne se voit pas. S'il est bien fait, ça ne se voit pas. Il est diffus dans la ville et un capteur, ça ne se voit pas. Quand on me demande, je peux venir filmer le territoire intelligent à Angers, il n'y a rien à filmer. Ça ne se voit pas. Donc, comme ça ne se voit pas, ce qu'il faut, c'est simplement que les gens perçoivent qu'ils gagnent en qualité de vie. Il n'y a pas besoin de le nommer. Moi, c'est vraiment ça, c'est l'aspect marketing. Il n'y a pas besoin voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est quand j'ai une start-up qui vient me voir en me disant est-ce que vous pouvez ouvrir les données sur telle thématique parce que j'aimerais créer une application avec qui pourrait aider à, etc. Oui, c'est quand, par exemple, la semaine dernière, on avait en Angers, on a une Connected Week, une semaine liée au numérique au sens large. J'ai fait une conférence grand public sur le territoire intelligent. J'ai même pas eu de questions parce que les gens ne sont pas concernés directement par le fait qu'on fasse des économies dans l'éclairage public, dans les flux d'eau ou quoi. Je ne reçois pas de courrier ou de questionnement sur oh mon Dieu, vous faites le territoire intelligent. Mais ça ne change rien pour vous. Mais pour rebondir là-dessus, et je trouve que c'est très important comme message à faire passer, et je trouve que c'est vraiment... Je vois beaucoup de messages très positifs, hein, super exposés, très aspirants, donc merci beaucoup. Enfin, bon, donc, je pense que le message aussi que tu fais passer ici, ça fait partie du rôle classique, en fait, de gérer un territoire en tant qu'élu. C'est juste s'adapter, en fait. C'est juste s'adapter. Moi, dans un monde idéal, je pense que dans 5 ou 10 ans, ça ne s'appellera même plus territoire intelligent ou Smart City, ce sera juste normal. Aujourd'hui, c'est à la mode, donc on essaye de surfer dessus parce que voilà, on fait un peu de rayonnement externe. Mais j'entends bien que vous n'entendrez pas beaucoup de discours comme le mien dans les élus français parce qu'on adore dire qu'on fait de la démocratie participative et que tout le monde entier est concerné par la moindre petite mesure prise par la ville. Mais je ne le crois pas. Je crois simplement que ça reste le job de base de la collectivité d'avoir cette bonne intelligence et cette bonne gestion en fait de ses finances. Donc voilà, je pense que ça ne s'appellera plus comme ça. En fait, ce sera juste normal. Mais c'est ce que j'ai toujours un peu dit. Moi, je suis pour même développement durable, etc. Normalement, c'est des mots qui devraient faire partie de... c'est adapté en fait à un nouveau contexte. Donc, merci vraiment beaucoup. On va devoir te laisser parce qu'on a une autre conférence juste après. Moi, j'ai juste une dernière question parce que je trouve que donc on sent, et je suis à 100% d'accord aussi, donc l'importance d'avoir vraiment un leadership politique et un vrai support politique pour les projets. Ça fait partie d'ailleurs des prérequis qu'on avait indiqués aussi dans notre modèle de la Smart City. J'ai vu une question dans le chat qui est quand même, pour moi peut-être, on clôturera là-dessus, mais c'est le seul danger qu'il y a là-dedans, c'est quid des changements d'équipe lors des élections. On a vu ce qui s'est passé dans différentes grandes villes internationales. On parlait beaucoup de Barcelone, on parlait beaucoup de Montréal, et une fois que la personne qui portait le projet n'a plus été réélue, le danger, c'est que tout ça, en fait, disparaisse. Et donc, je ne sais pas juste si tu as un état d'âme ou un avis par rapport à ça, ou si c'est le risque et c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Alors, c'est peut-être pas un avis que je devrais... Enfin, je ne le dirais pas en public devant beaucoup d'élus. Je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les projets sont effectivement attachés aux élus. Et ça peut être un danger. Alors, vous allez me dire,
contractuellement, on est engagé avec Engie pour 12 ans. Ça, c'est contractuel. Mais dedans, on peut faire des avenants, on peut modifier des choses, on peut plus ou moins s'impliquer, etc. Moi, je vous donne en une phrase un résumé. Quand je suis devenue élue au numérique en 2014 de la ville d'Angers, je n'avais pas de prédécesseur. Et donc, du jour au lendemain, je me suis saisie de cette thématique et les choses ont grandi, grossi. Et si demain j'étais plus là et si demain le maire d'Angers était plus là, je ne sais pas si ça aurait la même. Si le maire n'était plus là pour porter et s'intégrer, enfin, je ne sais pas si ce serait aussi puissant. Voilà, je ne le pense pas parce que je pense aussi que quand on choisit une équipe municipale, on choisit toute l'équipe et on choisit ses forces et ses faiblesses. Et donc, vous avez des gens qui sont plus ou moins impliqués sur certaines thématiques. Et peut-être qu'avec une autre équipe municipale, ils auraient d'autres préoccupations qui seraient tout à fait correctes, mais qui seraient peut-être différentes. C'est vrai. C'est ça. Mais écoute, merci beaucoup. Félicitations. Franchement, c'était pour tout ce que vous avez mis en place depuis une petite dizaine d'années et pour cette conférence très inspirante. Merci beaucoup. Merci. Bonne positive dans le chat et au plaisir. Merci. Voilà. Et bonne inauguration du centre de pilotage.